Donc, de retour pour la suite de la fonction partie entière. Là, je sais que les numéros s'auto-corrigeaient, mais je vais quand même en faire quelques-uns rapidement avec vous. On va faire, mettons, juste la colonne de droite, que vous voyez un peu le processus. Mais pour une des rares fois, on vous dit tout le temps, laissez toutes vos affaires en fractions. Pour une des rares fois, ça va être vraiment plus facile si vous transformez ça en décimal, de voir c'est quoi l'entier inférieur au nombre que vous avez dans votre partie entière. Fait que si on s'installe juste sur la colonne de gauche, je vais accrocher un peu ici, OK. Si on s'installe juste sur ces trois-là, mettons, le premier, on a moins 2 fois partie entière de moins 9 demi. Donc, la partie entière de moins 9 demi, ben, c'est la partie entière de moins 4,5. Toujours fois, 2, fois moins 2. Donc, c'est la même chose que moins 2 fois. Et là, la partie entière de moins 4,5, c'est moins 5. Pour la même raison que tantôt avec la droite numérique, je recule sur la droite numérique. Donc, le prochain entier à gauche, c'est moins 5. Donc, c'est moins 2 fois moins 5 et ça donne 10. Donc, ça donne 10. Et là, vous voyez, j'ai pris ces trois-là pour qu'on les regarde parce que ils ont l'air de se ressembler. C'est juste le signe négatif qui change de place. Puis vous allez voir à quel point ça change la réponse, dans le fond, de déplacer le négatif à l'intérieur ou à l'extérieur de la partie entière. Donc, pour le deuxième, j'ai moins 2 fois, mais cette fois-ci 9 demi. Donc, moins 2 multiplié par partie entière de 4,5. Mais là, la partie entière de 4,5, cette fois-ci, ça donne 4, parce que je m'en vais à gauche sur ma droite numérique. Donc, ma réponse, c'est moins 8. Fait qu'on n'a pas juste le signe qui a changé. C'était 10 tantôt, puis là, c'est 8. Moins 8, mais on n'a pas juste le signe qui a changé, on a aussi la valeur du nombre, parce que la partie entière ne se comporte pas tout à fait de la même façon dans les positifs que dans les négatifs. Et finalement, le dernier, j'ai 2 fois la partie entière de moins 9 demi. Ben, là, tantôt, on avait ça. Moins 9 demi, c'était partie entière de moins 4,5, qui est moins 5. Donc, on a 2 fois moins 5. Là, on se retrouve avec le même nombre qu'au début, mais il est négatif cette fois-ci, parce que la partie entière est négative. Donc voilà, pour les autres aussi, vous aviez la correction. Donc c'est comme ça qu'on calcule la partie entière d'un nombre. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour la fonction partie entière? Prochaine page. Donc vous voyez ici un exemple du graphique de la fonction partie entière. C'est une fonction qu'on va dire discontinue. Donc on ne peut pas la tracer avec un seul trait de crayon. Ça serait la définition la plus simple de ça. On ne peut pas la tracer du même trait. Donc, c'est des sections séparées. Et la largeur de chacun de ces segments-là va être la même pour tous les segments. Et l'espace vertical entre les segments aussi est le même. Donc, si on s'en vient ici dans le graphique, la largeur, toutes les marches sont de la même largeur, OK? Et la distance entre deux segments, cette distance-là ici, par exemple, ben, c'est la même que ici, qui est la même que ici. Donc, chacune des, on va appeler ça la contre-marche. Toutes les contre-marches mesurent la même chose. Et toutes les marches ont la même largeur. OK? Si on fait la référence à l'escalier, parce qu'on l'appelle la fonction escalier aussi. Donc, on a ça qui est constant. Dans ce cas-ci, sur la fonction de base, qui est la fonction là, où le paramètre A et B valent 1 et où les paramètres H et K valent 0, donc f de x égale partie entière de x, dans cette fonction-là, le point 0, 0, c'est un point plein. OK? La différence entre point plein et point vide, on l'a vu quand on a jasé d'inéquation au courant de l'année, mais le point vide, c'est que c'est un point qui appartient pas au segment. Donc, par exemple, ici, ce qui se passe, c'est que de 0 jusqu'à le plus proche possible de 1 sans arriver à 1, ben, la valeur de mon y, c'est 0, donc je suis sur cette marche-là. Mais dès que j'arrive à 1, je tombe sur la marche suivante. Donc, pour 1, ma valeur de y, c'est 1. Et c'est vrai jusqu'à 1,999999, jusqu'à le plus proche possible de 2 sans être 2. Puis dès que j'arrive à 2, là, je change de marche. OK? Fait que c'est ça que ça veut dire, le point vide, le point plein. Ça veut dire que si je vous demandais pour cette fonction-là, mettons f de 0,998, ben ce serait 0, parce que je serais encore sur la première marche. Mais dès que je vous demande f de 1, ben ça, ce serait 1, parce que là, je tombe sur la marche suivante. OK? Donc, c'est un comportement relativement étrange. Ça ne ressemble pas aux fonctions continues qu'on a vues avant. Ça se comporte un peu différemment, mais c'est pour ça que sur les graphiques, il y a des points vides puis il y a des points pleins. Pour nous indiquer à cet endroit-là, par exemple, c'est lequel des deux. Est-ce que je suis là ou je suis là? Ben, je suis toujours sur le point plein, dans le fond. Le point vide ne fait pas partie de ma fonction.
La fonction transformer, maintenant, c'est celle-là qui est intéressante, celle où on inclut les paramètres. Et les paramètres vont faire exactement les mêmes effets qu'ils faisaient dans la fonction quadratique, c'est-à-dire que il n'y avait pas de b dans la fonction quadratique. Il y en avait un, mais il était caché. Je vous parlerai peut-être de ça plus tard. A et B vont faire des changements d'échelle, donc vont dilater ou contracter la fonction horizontalement ou verticalement, ou faire une réflexion si on change le signe. Et H et K, comme pour la fonction, le sommet de la fonction quadratique, vont déplacer la fonction, donc des translations horizontales pour H, verticales pour K. Mais pour ça, pour voir ces paramètres-là, il faut que l'équation de votre fonction soit écrite sous la forme, sous cette forme-là, là, qui est juste ici. Donc, f de x est égal à a, partie entière de b, parenthèse x moins h. Donc, c'est vraiment important que le coefficient de x, par exemple, soit toujours 1 dans cette parenthèse-là. Si jamais on vous présentait une forme où c'est pas le cas, comme dans le premier exemple juste en dessous, ben, il faut faire une mise en évidence du coefficient de x pour que ça devienne 1. Par exemple, ici, le coefficient de x, c'est pas 1, c'est 1/2. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire cette équation-là, mais en mettant le 1/2 en évidence. Donc, si je mets 1/2 en évidence, ici, il me reste x. Et là, il faut que je me demande, moins 1 divisé par 1/2, ça donne moins 2. Puis là, je peux vérifier que quand je vais rentrer 1/2 dans ma parenthèse, ça va bel et bien donner ce que j'avais en haut, c'est-à-dire x sur 2 moins 1. C'est vrai, là, 1/2 fois x, ça donne x sur 2, puis 1/2 fois moins 2, ça donne moins 1. Donc, j'ai le bon format. Et j'oublie pas mon cas ici, plus 2. Donc là, ma fonction est écrite de manière à rendre explicite chacun des paramètres. Fait que je pourrais voir facilement que mon A, c'est 3. Mon B, c'est 1/2. Mon H, c'est 2. Et là, dans ce cas, je mets un égal, je sais pas pourquoi. Mon H, c'est 2. Et là, comme pour la fonction quadratique, le moins fait partie de l'équation de la forme. Donc, si mon h est positif, ça va être écrit moins 2. Si mon h avait été négatif, j'aurais eu x plus 2. C'est la même chose que pour la fonction quadratique. Et finalement, mon cas, c'est 2 aussi. Donc, je pourrais voir mes paramètres ici une fois que la forme est explicite. Alors que, en regardant cette forme-là ici, c'était peut-être pas évident. Oups, j'ai pris les faces. En regardant ça ici, c'était peut-être pas évident que mon h, c'était 2. Parce que là, c'est écrit moins 1 dans mon crochet. Mais il faut d'abord que je fasse la mise en évidence pour avoir la vraie valeur de mon h. Je vais faire les deux autres exemples avec vous pour être sûr que ça va bien. Puis après, vous aurez un gros tableau à remplir dans les notes de comment réécrire cette fonction-là, puis comment mettre en évidence chacun des paramètres après qu'on ait vu les effets des paramètres sur le graphique. Là. Ça va avoir besoin de ça. Donc, ici, j'ai encore une fois mon coefficient de x, c'est pas 1. Donc, je vais m'arranger pour que ça le soit. C'est moins 3 que j'aurais à mettre en évidence. Donc, mon A, c'est correct, c'est moins 1. Je le laisse là. Et ici, je vais mettre moins 3 en évidence. Donc, dans ma parenthèse, il y aura x plus 2 pour que ça fasse moins 3x moins 6 quand je le multiplie. Je ferme mon crochet et j'ai moins 4 ici. Donc là, je vois très bien mes paramètres. Mon A, qui est le plus laid A que j'ai jamais dessiné. Mon A, ici, c'est moins 1. Mon B, c'est moins 3. Mon H, c'est moins 2 ici, parce que c'est écrit plus 2. Et mon K, c'est moins 4. Donc, j'ai chacun de mes 4 paramètres que je peux déterminer maintenant facilement parce que j'ai mis en évidence. Et finalement, mon dernier, je vais me faire un peu de place, j'ai dépassé. Le dernier ici, je vais laisser mon 6 devant les crochets. Et là, c'est moins 1/2 que je vais devoir mettre en évidence parce que c'est ça le coefficient de x. Donc, je vais avoir moins 1/2 fois x. Et là, 4 divisé par moins 1/2, ça donne moins 8. Donc, vous voyez, puisque le moins était à mon coefficient de x, là, même le signe de mon h change. Fait que ça aurait été très difficile, sans faire le calcul, de voir ici que h, c'était 8. Je pourrais avoir l'impression que c'est moins 4 à regarder ça vite vite. Il faut vraiment faire cette mise en évidence-là d'abord. Et là, j'aurai mon K qui est moins 5. Donc, je peux écrire ici mes paramètres. Mon A, c'est 6. Mon B, c'est moins 1/2. Mon H, c'est 8. Et mon K, moins 5. Donc, je vois maintenant mes 4 paramètres et l'effet qu'ils ont. Bon, maintenant, l'effet que ces paramètres-là ont sur le graphique, les paramètres H et K, ce qu'ils ont comme effet sur le graphique, c'est qu'ils vont représenter, dans le fond, un point plein du graphique.
H et K, c'est les coordonnées d'un point plein. Et contrairement à la fonction quadratique où il correspondait au sommet, donc un point unique, il y a plusieurs, en fait, il y a une infinité de façons d'écrire chaque graphique de fonction partie entière. Je m'explique. Je vais retourner au graphique ici. Et vous comprenez que ce graphique-là, mettons, que je vous dis que le H et le K, ce qu'ils font, c'est des translations horizontales ou verticales du graphique. Bon, là, vous comprenez que si, mettons, j'avais ce graphique-là, puis je faisais faire une translation de 2 vers la droite, mais ce qui se passerait, c'est que ce point-là, par exemple, il serait 2 plus loin. Donc, ma marche, elle serait maintenant ici. Puis là, cette marche-là, elle serait 2 plus loin. Donc, elle serait ici. Puis là, vous pouvez tous voir ce qui se passe, dans le fond, avec mon graphique. Il se déplacerait comme ça de 2 vers la droite. Assez facile de voir que si je fais ma translation. Mais imaginez que je fais 2 translations, donc une horizontale et une verticale, puis que je fais 1-1. C'est-à-dire que mon point ici, mettons, je le tasse de 1, puis je le monte de 1. Maintenant, il est rendu là. Alors, cette marche-là est ici maintenant. Et la marche qui était là, je la monte. Elle est maintenant rendue ici. Vous comprenez que mon graphique résultant, maintenant, ça va être exactement le même que j'avais avant. Si je prends chacune des marches, puis je les tasse de 1, monte de 1, je suis exactement sur le même graphique. Puis si je les avais tassés de 2, montées de 2, je serais aussi sur le même graphique. Tassé de 3, montée de 3, tassé de 4, montée de 4, vous voyez le concept. Si je fais une translation qui amène une marche sur la suivante, j'ai rien changé finalement. Mon graphique est pareil. Donc, toutes ces façons-là d'écrire mon graphique, mes valeurs de H et K sont bonnes. C'est-à-dire que je pourrais écrire l'équation du graphique qui est là présentement avec un X et avec un H et un K, de 0 et 0, parce que ça représente ce point-là. Mais je pourrais aussi l'écrire avec H égale 1 puis K égale 1. Puis ce serait exactement la même fonction. Je pourrais l'écrire avec H égale 4 puis K égale 4. Et ce serait exactement la même fonction. Donc H et K, ça représente un point plein, mais n'importe lequel. D'habitude, on essaye de ne pas être trop funky puis d'aller chercher, comme là, on ne prendrait pas le point 1003, 1003. Ça marche, mais c'est bizarre. Fait qu'on essaie de prendre le point qui est le plus proche de 0. 0. Donc, dont les valeurs sont petites, ou une des deux valeurs est égale à 0. Fait que s'il y a un point sur l'axe des Y, pourquoi pas prendre celui-là, comme ça, il y a H ou K va être égal à 0. Dans ce cas-là, H serait égal à 0. Puis s'il y a un point sur l'axe des X, K serait égal à 0. Donc, ça simplifie l'écriture de notre truc. Mais, ultimement, tous ces points-là pourraient être utilisés pour déterminer les valeurs de H et K, et ça fonctionne. C'est une fonction qui est équivalente, et ça marche. Donc, H et K, c'est la position d'un point plein dans le graphique. A et B, maintenant, leurs effets sur le graphique, A, ça va être la hauteur de cette fameuse contre-marche dont je parlais tantôt. Donc, A, en valeur absolue, par contre, là, si vous voulez rester dans les notes, je suis rendu ici, A en valeur absolue, c'est-à-dire que le signe n'est pas important, là, A va représenter la distance entre deux marches. Donc, si j'ai un A de 6, ça veut dire qu'entre deux marches, j'ai 6 de distance, de hauteur. Si A est égal à moins 5, ça veut dire qu'entre deux marches, j'ai 5 de distance entre mes deux marches. Fait que j'aurais, mettons, une marche ici, puis une marche là, puis là, la distance ici, ainsi bas, elles ne sont même pas de la même longueur. Une marche, une marche ici, puis une marche là, mettons. Puis si j'avais un A de 3, ça voudrait dire que la distance ici entre les deux, c'est 3. Ma contre-marche, c'est 3. OK? Ça, c'est ce que fait le paramètre A. Le paramètre B, lui, le paramètre B va me donner la largeur de ma marche, mais pas directement. La largeur de ma marche, ça va être l'inverse de B. Donc 1 sur B. Puis là, on écrit ici 1 sur, de la même façon que A, sur la valeur absolue de B, parce que le signe n'est pas important. OK? Donc un B de 1,5 et un B de moins 1,5, ça fait des marches de la même longueur. OK? Pour la longueur de la marche, ça ne change rien qu'il soit positif ou négatif. Donc, par exemple, si j'ai un B de 1,5, mettons que j'ai un B qui est égal à 1,5, ma marche va être de longueur 1 divisé par 1,5, qui est égal à 2. Donc, je vais avoir des marches, avec un point vide de ce côté-là, mettons. Donc, je vais avoir des marches qui sont larges de 2. OK? L'inverse de B. Le signe de B, ce qu'il va nous donner, c'est l'orientation des points vides et des points pleins. Donc, si mon B est négatif, ce que ça fait, c'est que ça fait une réflexion du graphique par rapport à l'axe des Y. Donc, mes points vides et pleins vont changer de bord.
Si B est positif, je suis ici. Mes marches sont point plein à gauche, vide à droite. Mais si B est négatif, mon point vide est à gauche et mon point plein est à droite. Donc ça, si j'ai le graphique, par exemple, d'une fonction partie entière, je peux tout de suite savoir le signe de B. J'ai juste à regarder dans quel ordre sont les marches. Et à l'inverse, si on vous donne l'équation d'une partie entière, bien, quand vous allez tracer le graphique, vous allez savoir de quel côté est le point vide ou de quel côté est le point plein. De quel côté dessiner vos marches, dans le fond. Parce que le signe de B, c'est ça que ça nous donne. Dernière chose à voir, je sais que ça fait beaucoup. Dernière chose à voir, c'est que pour savoir si la fonction elle est croissante ou décroissante, parce que mon escalier pourrait descendre aussi. Mon escalier pourrait monter. Et malheureusement, ce serait le fun si c'était juste le signe de A, celui-là. Si c'était que quand A est positif, ça monte, quand A est négatif, ça descend. Mais c'est pas ça. OK? C'est la combinaison des signes A et B. Donc, si les deux sont de même signe, la fonction monte. Par exemple, si mon A est positif et mon B est aussi positif, ma fonction est croissante, comme ici. Même chose si mon A est négatif et que mon B est négatif. La fonction est croissante aussi. La seule différence, c'est que comme mon B est négatif, vous voyez, mes marches sont vides à gauche, plein à droite, alors que quand les deux étaient positifs, mes marches étaient plein à gauche, vide à droite, pour les points. Et si les deux ne sont pas de même signe, c'est-à-dire que B est positif mais que A est négatif, bien là, ma fonction est décroissante. Mais si B est négatif mais A est positif, ma fonction est aussi décroissante, mais encore une fois, mes points ont changé de bord. Donc j'ai vide à gauche. À chaque fois que B est négatif, là, dans toute cette rangée-là ici, mes points vides sont à gauche, puis dans toute cette rangée-là ici, mes points pleins sont à gauche. OK? Et la combinaison des deux signes. Là, ce que ça fait, ça, c'est que si vous voyez le graphique, ben, vous pouvez savoir le signe de A et de B. Parce que d'abord, vous pouvez connaître le signe de B en regardant la marche, ça a l'air de quoi. Puis ensuite, ben, si ça monte, c'est que A a le même signe que B. Et si ça descend, c'est que A n'a pas le même signe que B. Donc, vous pouvez déterminer les signes. Et à l'inverse, si vous avez l'équation, vous pouvez savoir si votre fonction va être comment dessiner vos marches et dans quel sens c'est dessiné, est-ce que ça monte ou ça descend, parce que vous pouvez regarder les signes de A et B et savoir si la fonction est croissante ou décroissante. Là, pour démêler tout ça, vous avez un immense tableau à remplir dans le formative qui va tout s'autocorriger tout seul. Donc, vous partez des équations qui sont là. Si le coefficient du x dans le crochet n'est pas, le crochet n'est pas 1, vous devez d'abord le mettre en évidence, comme on a fait tantôt. Et ensuite, vous allez pouvoir exprimer vos paramètres, donc A, B, H, K, dans le tableau ici. Puis à partir de ces paramètres-là, vous allez pouvoir déterminer toutes les autres questions. Donc, le premier point fermé est où? La longueur de la marche, c'est quoi? C'est quoi l'orientation des segments? Puis est-ce que la fonction elle est croissante ou décroissante? Et là, toutes les questions vont s'auto-corriger. Et on est là en classe pour répondre à vos autres questions si vous en avez. Donc, c'est un gros morceau. Mais là, vous devriez être capable de vous démêler avec ça. Le tableau complet, venez nous poser des questions si vous en avez. Et j'ai terminé pour ce bout.